Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue donc à notre quatrième webinaire de la saison. Comme vous le savez, pour la région, la question du mois de la transmission et de la reprise des entreprises représente un enjeu majeur, un enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu de développement économique, mais aussi de conservation des savoir-faire sur nos territoires. Aujourd'hui, pour cette session qui s'intitule Évaluer son entreprise, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts des chambres consulaires. L'ensemble de ces webinaires font suite et notamment, comme vous le savez, la région accompagne, soutient, finance les entreprises dans ces dynamiques-là et vous offrir la palette, en tout cas, des savoir-faire et des compétences pour vous aider à évaluer votre entreprise. Donc aujourd'hui, nous accueillons Hélène Croy et Michael Briand. Hélène et Michael, c'est à vous de vous présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Donc, Hélène Croy, Chambre de métier et de l'artisanat. Je travaille à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Gironde. Je suis chargée de développement économique, donc j'accompagne, ma mission est d'accompagner les entreprises tout au long de leur vie, et les entreprises artisanales, et notamment sur des problématiques de transmission d'entreprise. Michael? Bonjour. Ouais, bonjour. Michael Briand, je suis conseiller entreprise et collectivité auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle. J'ai une spécialité transmission, donc j'accompagne les entreprises dans le cadre de leur transmission et notamment essentiellement sur l'évaluation et sur la recherche de repreneurs, voire la mise en relation. Alors, comme vous le savez, cette petite session va durer 25 minutes. J'invite l'ensemble des participants à poser leurs questions dans le fil de discussion et je me permettrai de vous interrompre dans votre présentation, Hélène et Michael, afin que vous puissiez éclairer de votre expertise les questions, les interrogations que peuvent avoir nos participants. Alors, l'enjeu aujourd'hui, si vous voulez être d'accord, Hélène et Michael, c'est de l'intérêt de l'évaluation, notamment les pièges à éviter, mais aussi les principales méthodes. Et enfin, comment on évalue son patrimoine, en gros, comment on assure en tout cas de sa valorisation pour une meilleure transmission et dans les bonnes conditions, et pour trouver les bons repreneurs. Alors Hélène, je vous disais en préambule et en travail de cette session, euh, ça s'intéresse essentiellement, notre sujet, à ceux qui veulent transmettre, mais également à ceux qui vont reprendre, puisque à l'inverse, si vous comprenez comment on a évalué son entreprise, alors vous pouvez comprendre les enjeux du prix, de la tarification, de la valeur du patrimoine que vous allez reprendre. Je vous laisse Hélène, c'est à vous qui commencez. Merci. Tout à fait, merci Ali. Alors, évaluer son entreprise, c'est important effectivement, et aussi bien pour le chef d'entreprise qui veut céder son entreprise que pour le preneur. Je vous rejoins totalement sur ces points-là. Évaluer, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Évaluer son entreprise. Évaluer son entreprise, quand on est un cédant, c'est de faire un état des lieux de sa structure, de son activité, de son fonctionnement, jusqu'au volet financier. En fait, il a pour fonction, cet état des lieux complet, global, de préparer la transmission d'une entreprise. Cet état des lieux, en fait, il va montrer au cédant ce que vaut l'entreprise, et il va montrer aussi au repreneur comment lui, il peut la reprendre, pardon, et dans quelles conditions. Voilà. En fait, l'objectif de cet état des lieux, c'est d'analyser le passé et le présent, et ça va permettre d'anticiper le futur, en fait, pour arriver jusqu'à la réalisation de la succession et de la vente de l'entreprise, et que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Dans cette démarche, il faut savoir qu'il y a des pièges à éviter qui sont relativement importants. Et le premier des pièges, je dirais, c'est savoir déjà qu'est-ce qu'on vend. Voilà. Michael, je te laisse la Oui, parole. c'est un des premiers pièges sur lesquels on tombe souvent quand on est chef d'entreprise, c'est de savoir ce qu'on va vendre. Est-ce qu'on va vendre un fonds de commerce ou des parts? Alors, la question ne se pose pas lorsque vous êtes entreprise individuelle, puisque il n'y a pas de part de société. Donc, ça concerne véritablement les sociétés. Mais parce que les deux sont assez différents, puisque le fonds de commerce, en fait, est constitué du bilan de l'entreprise, alors que les parts de société, vous avez une continuité de l'entreprise et donc vous allez racheter les dettes et les créances de l'entreprise. Donc, ce sont deux choses à pouvoir évaluer qui sont différentes et qui ont des conséquences assez importantes sur chacune d'elles. C'est-à-dire que effectivement, les parts de société vont avoir un avantage fiscal pour le vendeur, mais également un risque pour l'acheteur qu'il faut pouvoir encadrer. Souvent,
on met en place ce qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs. On ne va pas rentrer véritablement dans ce détail-là, mais c'est un élément à prendre en compte qui est relativement important et qui commence dès le départ. Le second piège sur lequel on tombe, c'était ce que disait Hélène tout à l'heure, qui était le passé, le présent et le futur de l'entreprise. Donc, un des pièges sur lequel on tombe, c'est celui du potentiel. C'est-à-dire de se dire, bah, voilà, on évalue l'entreprise sur ce qu'elle a réalisé, c'est son passé. Néanmoins, si elle n'a pas de potentiel futur, elle arrive au bout de son business model et en fait, elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire que si on a un commerçant qui vous dit, bah, voilà, j'ai fait 400 000 € de chiffre d'affaires en vendant du tabac tous les ans pendant 10 ans, mais aujourd'hui, j'ai plus le droit de vendre du tabac, donc je veux céder mon fonds de commerce, mais il n'y a plus de possibilité. Donc, on ne peut pas voilà, vendre s'il n'y a pas de potentiel, mais on peut aussi difficilement valoriser une entreprise que sur du potentiel. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dit, ben voilà, demain, vous allez pouvoir augmenter le chiffre d'affaires et augmenter la zone de chalandise parce que j'ai des nouveaux habitants qui vont arriver. Donc, j'évalue l'entreprise à au moins 50% de plus que ce que j'envisageais de faire. Bah, ce n'est pas le vendeur qui peut véritablement le valoriser, mais c'est plutôt l'acheteur qui va le rentrer dans son business plan et qui, lui, va évaluer les possibilités futures de l'entreprise. Donc ça, c'est un piège et souvent, c'est une discussion qui est un peu difficile parce que les intérêts sont très divergents entre acheteurs et vendeurs. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place, mais qui sont à discuter et qui doivent dépasser le prix de vente. Voilà ce que je peux dire sur ces éléments-là. Est-ce que tu veux parler du retraitement, Hélène ? Oui, tout à fait. Au niveau du troisième piège, effectivement, à éviter, c'est de rester bloqué vraiment sur le bilan et de mal le retraiter. Hein. On a dans le bilan, dans le compte de résultat, des éléments que vous voyez et qu'il faut absolument retraiter suivant la situation de l'entreprise pour avoir en fait ce qu'on appelle un bilan, un compte de résultat nettoyé et qui permette une valorisation la plus juste possible, aussi bien pour le cédant, pour vraiment avoir qu'il ait une idée du prix que vaut sa structure, et puis aussi bien sûr pour le repreneur, pour savoir ce qu'il achète derrière tout ça et que ce soit vraiment transparent pour lui. Ouais, en tant que tel, les bilans et les comptes de résultats ne sont pas comparables entre les entreprises. Donc, vous Oui. avez des soldes intermédiaires de gestion qui restent intéressants, hein, c'est une base, notamment l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire la capacité qu'a l'entreprise à pouvoir générer du cash. Ou tout du moins, c'est sa performance économique. C'est deux manières de l'approcher. Néanmoins, on met dans le BE, dans l'excédent brut d'exploitation, de temps en temps la rémunération du dirigeant, mais de temps en temps pas forcément. On peut aussi retrouver, avant le retraitement de l'EBE, des surloyers, c'est-à-dire que le chef d'entreprise possède son immobilier et un moyen, pas forcément détourné, mais un moyen de se rémunérer, c'est aussi d'appliquer un loyer qui est au-delà du marché pour pouvoir rembourser son bien immobilier. C'est une façon de pouvoir capitaliser. Et ça, du coup, ça vient fausser l'excédent brut d'exploitation, donc il n'est pas comparable entre lui-même. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a des avantages en nature, Hélène l'a mis dessus, les amortissements sur les immobiliers, la façon dont on le fait. Mais effectivement, il faut qu'on puisse le nettoyer complètement pour pouvoir véritablement pouvoir comparer un EBE, un excédent brut d'exploitation, la performance économique de l'entreprise et qu'on puisse l'intégrer dans un prévisionnel futur. Le point qu'on va un petit peu élaborer ici, alors on ne peut pas en une demi-heure vous présenter véritablement les méthodes d'évaluation. On va le faire, on va le balayer assez vite et on va essayer de le faire relativement rapidement, mais au moins que vous puissiez avoir les méthodes les plus simples qui vous permettent de pouvoir évaluer. Donc les étapes, Hélène vous en a parlé un petit peu sur l'avant-évaluation et bien la prise de départ. Pour pouvoir le faire, on a parlé un petit peu du dossier de présentation, l'analyse des résultats, le retraitement économique. Tout ça, un point important, c'est que dans le cadre de l'aide régionale de la Nouvelle-Aquitaine et de l'investissement que fait la région pour les entreprises, c'est qu'elle finance les compagnies consulaires pour pouvoir vous accompagner sur ces éléments-là. Parce que c'est un vrai enjeu de cession d'entreprise. Il faut savoir quand même qu'on a
plus de 3 entreprises sur 4 qui ne font pas l'objet d'une cession et qui disparaissent comme ça. Donc, Je vous pour la interromps 5 région, secondes. Je vous oui, interromps 5 secondes, Michael. oui, Juste pour repréciser, parce que parmi les participants, c'est vrai que c'est très technique, très pointu, très précis. Et donc, repréciser juste que la vidéo telle qu'elle est sera mise en ligne à l'issue sur Internet. Je reprécise qu'à l'introduction de votre diaporama, vous avez mis vos coordonnées, vos contacts, et qu'en plus du diaporama qui sera donc accessible de cette façon-là, ils peuvent prendre contact avec vous directement si ils veulent poursuivre de façon plus détaillée et plus précise leurs interrogations et leurs questionnements. On est bien d'accord ou sûr. pas? Super, Ouais, ouais, merci. Bien sûr, c'est bien parfait. sûr. Merci, Elie. Merci. Donc, du coup, j'avance et je redonne la main à Hélène sur l'approche patrimoniale, qui est une des méthodes d'évaluation d'entreprise. Tout à fait. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation. La première que l'on regarde souvent, c'est l'approche patrimoniale qui va en fait tenir compte de ce que possède l'entreprise. Elle est vraiment liée à ce qu'on appelle en comptabilité, pour reprendre un terme, aux éléments corporels. Donc, ce qu'on appelle tout ce qui est matériel, le matériel, l'outillage de l'entreprise, l'immobilier si elle en possède, les véhicules. Voilà. Cette approche, cette valorisation par l'approche patrimoniale prend en compte tout le patrimoine vraiment de l'entreprise. Mais effectivement, elle ne prend pas en compte tout ce qu'il y a autour, notamment les facteurs humains, le savoir-faire de l'entreprise, son emplacement. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut aussi prendre en compte dans l'évaluation. Et c'est pour ça qu'on la recoupe avec d'autres méthodes d'évaluation qui sont notamment par le barème fiscal, merci Michael, par le barème fiscal, même si c'est une méthode qui aujourd'hui pour nous est un simple en fait indicateur de secteur. C'est quelque chose de très large et qui ne prend pas forcément en compte la performance économique de l'entreprise. Donc c'est à utiliser, oui, mais pas tout seul, je dirais. Voilà. Parce que le principe, c'est en fait d'appliquer un coefficient sur le chiffre d'affaires en fonction de l'activité. Et c'est un barème fiscal, donc donné par l'administration fiscale. Donc c'est assez connu, c'est vrai, des commerçants, n'est-ce pas, Michael, hein? C'est une méthode d'évaluation, mais qui reste pour nous assez risquée aujourd'hui. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, on a vécu la crise sanitaire, on a des entreprises en pleine mutation avec des enjeux différents. Et aujourd'hui, les barèmes fiscaux, s'ils sont utilisés, il faut que ce soit toujours recoupé avec d'autres méthodes, notamment avec une méthode d'évaluation qui est très importante, je pense, pour moi, aujourd'hui, c'est l'évaluation par la rentabilité. Michael parlait tout à l'heure justement d'excédent brut d'exploitation, qui est en fait le ratio dans le compte de résultat qui vient après toutes les charges de l'entreprise, les charges de fonctionnement et d'impôts et de salaire. Et c'est cet indicateur-là qu'il faut prendre en compte pour valoriser l'entreprise, notamment pour évaluer l'entreprise. Parce que pour le cédant, ça va lui permettre de voir combien son entreprise rapporte réellement, et pour le repreneur, combien il va bénéficier de combien pour pouvoir rembourser son emprunt. Et voilà, c'est vraiment la rentabilité d'entreprise qui va permettre de voir si l'entreprise peut continuer ou pas, et donc si elle est vendable, et si aussi elle est finançable pour le repreneur, puisque c'est un des indicateurs que regarde absolument le banquier, ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà. Effectivement, le rapport avec le financement est vraiment important, puisque le banquier va regarder deux choses. C'est combien l'entreprise peut rapporter à son dirigeant, donc combien est-ce qu'elle peut rembourser son emprunt que lui a prêté, et du coup, qu'est-ce qu'elle possède en fonds propres. Souvent, dans un message de banquier, c'est de dire il faut un renforcement de fonds propres. Donc, en gros, ça veut dire quelle garantie je peux apporter sur ce que possède l'entreprise par rapport à sa performance économique. Oui, Ali. Alors, moi, j'ai une petite question, parce que vous avez dû accompagner un certain nombre de vendeurs et de repreneurs. Est-ce qu'il y a, par exemple,
des entreprises ou des chefs d'entreprise qui surévaluent symboliquement parce qu'un attachement à son outil de production et que finalement, comment vous lui expliquez que, vu l'état du marché, que la situation économique, la concurrence et ainsi de suite, comment on explique, comment on accompagne finalement qu'il faut revoir à la baisse sans choquer, sans blesser? Alors, on est dans une période très particulière puisqu'aujourd'hui, on y est particulièrement confronté, enfin moi sur mon territoire aujourd'hui, mais je pense que c'est le cas d'Hélène aussi, puisqu'on est poussé par l'immobilier. En fait, l'immobilier est dans une telle croissance que les chefs d'entreprise, les personnes, ont tendance à effectivement considérer que si l'immobilier augmente, pourquoi les fonds de commerce n'augmenteraient pas et pourquoi les entreprises n'augmenteraient pas de la même façon sur le marché. Or, c'est deux choses qui sont complètement différentes et qui n'ont aucun lien direct. C'est pas parce que l'immobilier devient très cher que les entreprises sont plus rentables ou qu'elles dégagent plus de bénéfices. Donc, le meilleur moyen de pouvoir l'expliquer, c'est effectivement de pouvoir dire, mais regardez la performance qu'a l'entreprise et quelle capacité elle a à pouvoir rembourser de l'emprunt. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, dans son business model, n'a pas la possibilité de pouvoir rembourser son financement, bah, elle n'est pas cessible à ce montant-là. Ou alors, il faut que les gens puissent l'apporter directement en apport de compte courant d'associés, ce qui est quasiment impossible s'ils n'ont pas un retour sur investissement. Alors, on a une petite question très stratégique. Le banquier est-il plus sensible à une multiple de l'excédent brut d'exploitation? En gros, quels sont les arguments pour être sûr d'avoir son crédit? Eh bien oui, justement, il va regarder le banquier, il va regarder cette EBE, cet excédent brut d'exploitation. Et comme le disait à l'instant Michael, on va regarder si l'entreprise a une capacité à rembourser cet emprunt. Donc le banquier, oui, va y être sensible, forcément. Ouais. Il va y être sensible, il va être sensible à la rémunération que vous avez projetée pour vérifier que vous puissiez en vivre de façon aussi personnelle, parce que souvent c'est aussi le banquier personnel. Et au-delà de l'EBE, ce qui va l'intéresser lui aussi, c'est quelle garantie on peut lui apporter. Donc quel apport vous pouvez apporter et quels fonds propres possède l'entreprise sur lequel il va pouvoir s'appuyer si jamais il y a une défaillance. Voilà, c'est sûr que des fonds propres négatifs dans une entreprise, ça correspond pour le tribunal de commerce à une entreprise qui n'a pas de valeur. Et pour le banquier aussi. Toujours donc dans les méthodes d'évaluation, est-ce que vous souhaitez poursuivre ou conclure, comme vous voulez? On va avancer la conclusion peut-être, parce que je vois qu'il est déjà 21. J'ai un trouble sur le timing. Voilà, en conclusion, on n'a pas une méthode franche sur une évaluation d'entreprise, mais c'est plutôt la combinaison de plusieurs méthodes. Donc là, on en a pris quelques-unes qui sont celles les plus couramment à apporter, mais un des écueils sur lequel il est important de dépasser, et c'était ce que vous posiez tout à l'heure comme question, Ali, c'est le fait de dire, voilà, quand je suis surévalué, quelle solution j'ai pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et en fait, on a des entreprises qui ont une certaine valeur, mais sur lesquelles on est bloqué par les prix d'évaluation ou le prix demandé. Or, il y a tellement dans une entreprise d'autres éléments qui peuvent concourir à la cession d'une entreprise que un des meilleurs moyens de pouvoir la vendre, c'est de ne pas rester bloqué sur le prix, mais d'également de négocier éventuellement un temps d'accompagnement du vendeur dans l'entreprise ou des garanties qu'il peut apporter sur la réussite de la cession. Souvent, on sous-estime trop le temps dans lequel doit rester le vendeur avec le repreneur. Alors, l'humain est ainsi fait qu'à un moment donné, il faut qu'il puisse se libérer de la vente. Néanmoins, le vendeur, c'est une garantie de réussite lorsqu'il peut vraiment transmettre son entreprise et son savoir-faire en même temps. Donc, on peut prévoir des solutions par rapport à ça pour une période de 6 mois ou 1 an avec une rémunération. Et en fait, c'est l'entreprise future qui va payer cette rémunération, ce n'est pas le prix de vente. C'est un des moyens de pouvoir le faire. Voilà. Alors, juste, dans notre première session, nous avions une conseillère en gestion qui accompagne dans la négociation entre de la promesse de vente à la reprise réelle. C'était notre thématique. Vous, chambre consulaire, quel est l'accompagnement que vous proposez? Est-ce que vous formez les gens finalement à une sorte de théorie de la négociation? Les valeurs refuges finalement, qu'est-ce qu'un bon deal? Comment finalement vous accompagnez justement dans la transmission et la reprise? Alors, je vais peut-être commencer. Effectivement, au niveau nous, on va, au niveau des chambres de métier et de l'artisanat, on va se concentrer peut-être un petit peu plus sur tout ce qui est l'accompagnement du cédant et du repreneur, bien sûr, par l'élaboration de cet état des lieux, du dossier, on va dire, de présentation de l'entreprise,
pour arriver aussi, pour accompagner le cédant à peut-être se détacher de l'affectif qu'il peut avoir avec son entreprise, d'aller jusqu'à l'évaluation. Et puis ensuite, la mise en vente, je dirais, de son entreprise par des réseaux que l'on a sur voilà, certains sites d'annonces, comme notamment un réseau commun qu'on a avec la Chambre de commerce qui est transentreprise.com. Mais on va effectivement donc provoquer cette rencontre avec le repreneur et essayer de l'accompagner le plus possible jusqu'à la vente, en l'aidant à définir déjà le prix de vente le plus juste. Et puis, on va aller avec lui jusqu'à la vente de l'entreprise, comme on va accompagner de l'autre côté le repreneur, bien sûr, avec l'aide du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Ça fait partie de l'accompagnement que nous faisons ensemble, aussi bien aux cédants qu'aux repreneurs d'entreprise, pour l'accompagner, le repreneur, dans sa reprise et préparer justement un dossier de présentation au banquier pour essayer de lever des fonds. Alors, Michael, avant de présenter votre portefeuille de compétences, si je puis dire, et le panel des outils d'accompagnement, petite question toujours stratégique d'un participant. Au-delà de 7 fois le BE, le banquier devient-il moins favorable à un financement? Je pense que là, comment finalement on peut convertir le banquier à son projet, en gros? En fait, déjà, il faut déjà convaincre l'acheteur qu'à partir de 7 fois le BE, l'entreprise est encore cessible. Si vous voulez, ça dépend. Alors, ça dépend, ça dépasse. Mais 7 fois le BE, c'est un indicateur qui est de toute façon au-delà de ce qui est préconisé, de ce qui est normalement préconisé pour une évaluation d'entreprise. On peut considérer que 5 à 6 fois le BE, c'est déjà un maximum. Alors, dans certains cas, 7 fois le BE, ça peut le faire. Mais ça va surtout dépendre du secteur d'activité de l'entreprise. Imaginons que vous ayez un camping et un restaurant. Vous avez là aujourd'hui 2 secteurs d'activité qui sont plus du tout avec les mêmes indicateurs de ratio pour un banquier. Vous avez un secteur de camping sur lequel vous avez des gros fonds propres, une performance économique qui est très forte et un secteur d'activité qui est très bien porté. Et puis vous avez une restauration qui aujourd'hui sur laquelle les banquiers rechignent un petit peu à financer. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre activité. Puis ça va dépendre aussi de ce que vous avez mis dans le BE. C'était tout l'intérêt du traitement. C'est-à-dire que si vous laissez dans le BE à 7 fois le BE la rémunération du dirigeant, une partie des amortissements, clairement, là, ça sera pas envisageable. Mais si jamais il est correctement retraité et que vous êtes sur un secteur d'activité très favorable avec beaucoup de fonds propres, pourquoi pas? Alors, la CCI, Michael, qu'est-ce qu'elle propose, du coup? On est partenaire CMA CCI sur le cadre de l'accompagnement transmission. Donc, effectivement, on projette avec la région Nouvelle-Aquitaine l'AAP transmission, donc ce qu'on appelle l'appel à projet transmission, donc l'accompagnement des cédants de leurs entreprises en établissant les diagnostics, les évaluations, la promotion de l'entreprise et les mises en relation. Au-delà, on a quelques spécificités qui sont internes propres chez nous, avec des spécialistes en matière de commerce, en matière d'aménagement du territoire, voire en matière d'industrie, sur lesquels on peut apporter après des éléments très factuels sur les entreprises industrielles. Moi, notamment, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est contrat d'amodiation, c'est-à-dire les entreprises qui sont installées dans des secteurs où l'immobilier appartient à une collectivité. Voilà, notamment sur les ports, ça arrive relativement fréquemment chez nous dans le cadre du nautisme. Voilà. Mais l'accompagnement de base reste effectivement le même avec la CMA, c'est-à-dire l'accompagnement des vendeurs et des repreneurs à être mis en relation pour pouvoir accompagner les entreprises dans la cession. Voilà. Je crois qu'on a perdu Ali. Je crois qu'on a. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez. Parce que voilà, je voulais clôturer un petit peu et du coup reprendre un petit peu la main derrière. Vous retrouvez ici. Oui. Hop là. Ouais, parce que... Non. Bonjour Ali. Oui, il y a eu un petit souci de connexion, mais vous pouvez peut-être. On arrive à 28. On va simplement vous demander, Hélène et Michael, de conclure en nous donnant d'abord Michael et après Hélène
un conseil, si vous deviez donner un conseil à un cédant, ça serait lequel pour préparer sa démarche? Bah oui, l'exercice est dur, mais au moins un. Et puis Hélène, comme il y en a plusieurs, eh bien, donnez le deuxième. Voilà, de retour, Ali. Merci Pascal. Mickaël, voilà, j'ai posé la question. Eh bien, la réponse. Ouais, le premier point, c'est de ne pas rester seul. Et pour moi, hein, c'est vraiment le point le plus important. Et puis, de peut-être pas multiplier, mais au moins d'additionner les conseils. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans le cadre d'une session d'une entreprise, même un petit fonds de commerce, d'avoir la vision d'un plus grand nombre pour pouvoir se faire une bonne opinion et d'avoir raison, entre guillemets. Donc, le comptable est important pour l'évaluation financière. La compagnie consulaire est importante pour sa connaissance du marché. Les agences immobilières sur certains secteurs, quand elles sont bien armées, elles sont importantes. Les avocats sont là aussi. Voilà, ne surtout pas rester seul. Je dirais que c'est vraiment le premier conseil. Hélène. Je te rejoins complètement, hein. J'allais dire ça, mais il y a aussi un deuxième conseil qui est très important, c'est anticiper. Il faut anticiper absolument sa transmission d'entreprise. Comme on vient de le voir, hein, ça se prépare, ça ne se fait pas en un jour ni en 2 mois. Donc, c'est une période assez longue parce que déjà, il y a un travail aussi du chef d'entreprise. Il faut qu'il se mette en position de vente et il faut qu'il prépare vraiment dans de bonnes conditions en s'entourant de partenaires sa transmission d'entreprise. Donc, ça s'anticipe. Donc, prendre absolument le temps et commencer à y penser bien avant l'heure de la vente. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, bon, il n'y a pas de durée, mais 3 à 5 ans avant la session, notamment quand on est dans une période de retraite, de prise de retraite, hein, dans cette optique-là, par exemple. Mais oui, c'est quelque chose qui se prépare et qui se prépare longtemps à l'avance. Ouais, je rajoute, le délai moyen d'une vente, c'est 18 mois. Voilà, pour une entreprise qui est cessible, c'est-à-dire une entreprise qui économiquement est viable. Donc c'est quand même, ça demande, et quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, les repreneurs s'intéressent surtout aux entreprises d'une taille relativement conséquente, mais elles sont rares. Le tissu économique en France, c'est que 95% des entreprises, elles ont moins de 10 salariés. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a forcément dîné dedans. Merci Voilà. Mickaël, merci Hélène. C'est le moment de vous annoncer les prochains rendez-vous. Le 30 novembre, rendez-vous en webinaire sur le thème « Comment bien mener sa transmission, démarche et fiscalité ». Et le 7 décembre, pour le dernier webinaire de la saison, découvrez un territoire, Montmorillon, découvrez une collectivité donc, qui s'engage dans la transmission, reprise d'entreprise, puisque aussi les EPCI, les territoires cadets, sont là aussi aux côtés des chambres consulaires pour vous accompagner sur le développement économique et du territoire, pour faire de la Nouvelle-Aquitaine une région dynamique économiquement et prospère humainement. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.